Bonjour. Et d'abord, désolé pour ce retard indépendant de notre volonté. On est à la mairie de Sepra aujourd'hui, en présence de Monsieur le maire Aboubacar Soumaré. On a aussi un invité, Mathieu Anderson. Ah, excusez-nous, il y a encore un petit écho, je pense. On va régler ça techniquement et on va reprendre la parole. Une seconde, s'il vous plaît. Alors, je pense que c'est le bon départ, hein. Cette fois-ci, encore une fois, mes sincères excuses pour ces 15 minutes de retard sur l'horaire prévu, mais c'est tant mieux parce qu'on va avoir 15 minutes de plus à la fin, en rab. Donc, je reprends. Je suis heureux et ravi d'organiser, je pense qu'on peut le dire, c'est le premier webinaire en Mauritanie sur le oil and gas et le. Voilà, je pense que tout le monde s'est déconnecté, les micros de tout le monde se sont déconnectés. Donc, c'est la première fois dans la République islamique de Mauritanie que nous organisons un événement avec un maire d'une commune, d'une municipalité de Nouakchott. Si je ne me trompe pas, CEPRA, c'est 127 000 personnes, près des 2 tiers ont moins de 30 ans. Donc, le sujet des métiers et des potentialités d'emploi dans le gaz, dans le pétrole et dans les mines, c'est des sujets clés, absolument clés pour l'avenir de CEPRA et j'ai presque envie de dire pour l'avenir aussi de la Mauritanie, parce que nous devons créer les conditions d'emploi pour la jeunesse mauritanienne, aussi bien la jeunesse francophone qu'arabophone, que ceux qui ne maîtrisent pas aussi ces langues-là, qui parlent d'autres langues locales. Donc, on est extrêmement fiers d'organiser ce premier webinaire-là en présence de deux personnes clés, j'ai presque envie de dire, Madame Yamina Arzala de SIS Algérie, ainsi que Abdul Ghafour Al-Boussaïdi et Aïssetou Sissoko de Soga. Soga, c'est Sénégal Oil and Gas Academy. Je vais aussi présenter à côté de moi Mathieu Anderson, qui est le chairman de Mauritanian British Business Council, MBBC, qui est le forum de discussion, d'échange entre la Mauritanie et la Grande-Bretagne. Et je vais commencer par donner la parole à Monsieur le maire, Monsieur Aboubacar Soumaré, qui va pouvoir nous dresser un peu le contexte de cette première présentation. Et on espère que ce sera l'occasion de faire d'autres événements comme ça avec la mairie de Sepra et bien entendu d'autres mairies en Mauritanie. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les jeunes, les femmes, les jeunes enfants, les jeunes garçons pour leur donner des perspectives, lever un coin de voile. Je suis extrêmement satisfait d'avoir deux exemples féminins de réussite aujourd'hui. Voilà, on a déjà eu un quart d'heure de retard, j'ai déjà parlé pendant peut-être 3-4 minutes. Je vais passer la parole à Monsieur le maire. Ensuite, je vais demander à Mathieu de dire un petit mot en anglais. Et ensuite, on va pouvoir débuter concrètement avec les présentations. OK? Merci à tous de votre attention et d'être aussi nombreux. Salam alaikum, bonjour à tous. Donc, je me présente, Aboubacar Soumaré, maire de la commune de Sepra. Je reprends un peu les mots de Bokar. Moi, je suis très ravi que l'on puisse enfin démocratiser, si on veut, tout le business, ou en tout cas toutes les opportunités qu'il peut y avoir autour du oil and gas en Mauritanie. Sepra est une commune populaire. Et je suis vraiment ravi d'être, voilà, que l'on soit les premiers à démarrer ce genre d'initiative. Moi, je suis plutôt issu du monde minier et j'ai envie de faire un parallèle avec le Ghana. Il y a une quarantaine d'années, le Ghana était complètement novice en termes d'industrie minière. Une trentaine d'années plus tard, ils exportent des compétences en Mauritanie et partout dans le monde. Ils ont complètement maîtrisé toute la chaîne de valeur et ont formé des Ghanéens qui vont vendre leurs services à la fois au Ghana, mais aussi partout en Afrique et même à l'international en dehors du continent africain. C'est un peu l'objectif, ou en tout cas le souhait que nous avons par rapport au secteur du gaz. Et je suis ravi que l'on puisse aujourd'hui
par rapport à la jeunesse de CEPRA. Enfin, ouvrir les portes de ce monde gazier qui paraît un peu lointain, même si CEPRA est une commune quand même côtière. Nous sommes une commune mitoyenne du port. On sait que ça bouge beaucoup au port, on sait qu'il se passe des choses, mais on n'a jamais eu accès. Là, nous touchons du doigt le sacro-saint domaine du gaz, et je suis vraiment ravi que la jeunesse puisse avoir l'information. L'information, c'est le pouvoir. Donc, j'espère qu'on va pouvoir, lors de cette séance, expliquer à tout le monde présent toutes les opportunités qu'il peut y avoir, que l'on soit diplômé ou pas, et comment est-ce qu'on peut se positionner pour préparer, pour que la population de la commune de Sepra puisse se préparer à recevoir et accueillir tout ce qui se passe aujourd'hui autour du monde gazier. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Mathieu, OK to speak French or English? Bonjour, je m'appelle Matthew Anderson. I'm the chairman of the Mauritania Britain Business Council, and I run an education company in the UK that works with Africa. We're involved in a number of projects in formation professionnelle with Mauritania, and we are very supportive of Invest in Africa and the work they do. And that's, I think. Yeah, great. And tu es aussi un fan de football, c'est ça? Ah oui. Tu supportes l'équipe FC Inter Nouakchott, c'est ça? Oui, bien sûr. J'allais basculer en anglais, mais plutôt en français. Donc, merci à tous pour cette introduction. Je vais donner la parole maintenant à Aïssetou Sissoko, qui est au Sénégal, ainsi qu'à Yamina et Abdel Gafour pour se présenter. Ensuite, Aïssetou, tu vas reprendre la parole, si tu veux bien, pour commencer la présentation proprement dite de ce que tu vas nous dire sur les opportunités pour le oil and gas, pour la jeunesse de la Mauritanie et du Sénégal. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, est-ce que Bokar, tu me reçois bien? Parfait. Donc, tu vas commencer par dire que les coquettes ont leur place dans le oil and gas, d'accord? Oui. Tant mieux. Leur place dans cette industrie de l'oil and gas. Donc, moi, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Non, je suis venue en musique. On ne t'entend pas très bien. Ça s'interrompt à chaque fois. Alors, est-ce que c'est bon ou bien je me déplace? Sûrement, je vais essayer de me déplacer. Ou alors que tu peux ne pas mettre la caméra. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon maintenant? Oui, effectivement. C'est bon, tu m'entends bien? Est-ce que tu me reçois bien, Bokar? Oui, c'est bon, on t'entend là. Oui, tu peux y aller. Allô? Oui, c'est tout. Oui, c'est bon. Nous t'entendons là. Là, c'est bon? Parfait. Ok, super. Donc oui, je disais que c'est un réel plaisir de rejoindre. C'est un réel plaisir de rejoindre Invest in Africa Mauritanie, ainsi que ses partenaires, la mairie de Sepsia et tous ses partenaires, dans cette réunion de sensibilisation relative à l'opportunité, en tout cas, de formation et d'emploi des jeunes et des femmes, j'insiste sur les femmes,
parce que, à l'instar aujourd'hui de tous les pays producteurs d'oil and gas, ce n'est pas qu'un phénomène africain. Nous remarquons qu'il y a une faible représentativité des femmes. Donc, aujourd'hui, notre engagement aussi, c'est de parler aux femmes et de leur expliquer qu'elles ont effectivement leur place dans cette industrie, même en talons et puis avec des bijoux. Alors, en attendant que Bokar termine la mise en place de la présentation, afin qu'on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Ok, je vais donner la parole, si tu veux bien, à Yamina et à Abdul Gafour qui vont se présenter aussi. Ça me va, très bien. Yamina, Abdul Gafour. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Bokar. Je tiens vraiment à remercier Investing Africa Mauritanie, principalement Bokar pour cette honorable invitation. Je remercie Monsieur le maire pour sa participation et sincèrement, pour moi, c'est un indicateur d'engagement de Monsieur Aboubakar pour l'implémentation et la réussite de ce développement local, Inch'Allah. Voilà, moi je suis la directrice et la fondatrice du projet Integrated Solutions, qui est un centre de formation basé en Algérie, a priori, comme base initiale. Après, on s'est lancé sur le support du contenu local africain. On a un peu travaillé au Tchad, on a réalisé pas mal de projets juste de soutien sur le bénévolat au Sénégal. On a beaucoup été très actifs en Algérie depuis quand même presque 7 ans. Ça a été difficile, Aïcha, comme vous l'avez bien dit, pour une femme de se présenter dans un monde pétrolier ici, mais alhamdoulilah, avec une persévérance, on a réussi à travailler côte que côte. Alors, pour moi, il n'y a pas de différence ni femme ni homme. Et on sera vraiment honoré de donner une valeur ajoutée à tout pays africain, parce que là, on parle vraiment continent africain, pour faire un transfert d'expérience et un transfert de know-how d'un pays qui a pratiquement 40 ans plus d'expérience, tel que l'Algérie, dans le domaine pétrolier et autres. Et là, voilà, on se lance même dans notre industrie. Alors, si nous pouvons être une aide à n'importe quel organisme, n'hésitez pas de nous contacter. On le fera avec un grand plaisir et bénévolement, croyez-moi. D'accord, très très bien. Abdul, would you like to go ahead and present yourself? Yamina, juste avant que Abdul Gafour parle, tu veux bien nous dire ce que c'est que le know-how? Parce que nous, ici, on ne parle pas très bien anglais. Hein? Voilà, c'est le retour d'expérience. C'est le retour d'expérience. C'est les compétences et les retours d'expérience qui fait que ça va aider les autres pays et d'autres organismes à faire un fast track, à vraiment faire un pas géant dans l'implémentation de pas mal de plans et de pas mal d'initiatives telles que le Local Content ou le VLP ou autre. Voilà. Excellent, super clair. Merci beaucoup. Abdul Gafour, are you okay to speak French? Abdul, you are still on mute. Bonjour tout le monde, that's all I can say. And I am challenged in French. And of course, that you can see Madame Yamina will take care of everything. But in all honesty, SIS is feeling honored by your request to come and give this presentation and give us the opportunity of how we can help Mauritania. We sincerely appreciate this invitation. And like I said, the presentation is in the hands of Madame Yamina, and I'm sure she will take care of it. Thank you very much. Mashallah, thank you very much, Abdul. So, maintenant, vous avez eu les différents protagonistes. Donc, vous avez eu le mot de Monsieur le maire, vous avez eu le petit mot aussi de Mathieu de MBBC. On vous a présenté Aïssatou Soga. Maintenant, vous avez aussi eu l'opportunité d'échanger avec Yamina et Abdul
qui sont en Algérie. Donc maintenant, je reviens à Aïssatou. Aïssatou, tu es OK pour qu'on débute la présentation, pour que tu nous parles concrètement des opportunités pour la jeunesse et mauritanienne et sénégalaise dans l'industrie du oil and gas. Merci Bokar. Oui, oui, c'est bon, on peut démarrer. Donc, merci, bonjour Yamina ainsi que ton collègue. Donc, très rapidement, hein, le prétexte de cette réunion d'aujourd'hui, c'est à l'instar du Sénégal, en tout cas, qui est un nouveau pays producteur, qui va être un nouveau pays producteur de pétrole et de gaz. Et la Mauritanie n'est pas en reste, vu que le grand gisement gazier est partagé par le Sénégal et la Mauritanie. On s'est dit qu'aujourd'hui, le contenu local ne peut pas se faire sans cette sensibilisation relative aux jeunes et aux femmes dans cette industrie. Donc, moi, comme l'a souligné Bokar tout à l'heure, je suis la présidente fondatrice de la Sénégal Oil and Gas Academy. Nous sommes la première académie, en tout cas, de formation et de certification basée au Sénégal et qui déroule des contenus à ce niveau d'études. Donc, accessoirement, je suis ingénieure double diplômée en instrumentation pour l'exploitation pétrogazière, en économie de l'environnement et de l'électricité. Et aujourd'hui, croyez-moi, c'est avec un réel plaisir que depuis le Sénégal, je ne suis même pas à Dakar, je suis dans un village très, très loin, que par la magie du numérique, on puisse partager c'est notre petite expérience, en tout cas, dans le domaine. Donc, dans un premier temps, nous allons parler de la présentation du secteur des hydrocarbures liquides et gazeux. On ne va pas perdre du temps là-dessus, mais c'est juste une petite introduction pour mettre l'eau à la bouche des participants, surtout des jeunes. Ensuite, nous parlerons de l'organisation et du vocabulaire des activités en exploration-production. En grand 3, on parlera des offres de formation académique et pour terminer, on parlera du cas de SOGA. SOGA, il l'a dit tout à l'heure, Sénégal Oil and Gas Academy. Next, please. OK, merci. Suivant. Bien, donc le secteur ou sous-secteur des hydrocarbures comprend 2 filières. C'est important de se familiariser avec ces termes, la filière amont et la filière aval. Chaque filière comporte 5 segments. Oui. Donc, l'aval, quand on parle de l'aval, c'est le raffinage. Par exemple, au Sénégal, ce sera la SAR, c'est le stockage des produits, c'est la commercialisation, c'est le transport par camion citerne, c'est la distribution. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque segment aujourd'hui est une niche d'emploi. Hein, c'est important de retenir ça. Donc, chaque segment de l'amont et de l'aval constitue une niche d'emploi dans laquelle on peut prévoir y travailler et donc s'y former. Next. Donc, l'amont, dans l'amont, nous avons l'exploration, nous avons l'évaluation, le développement, l'exploitation, l'abandon ou le démantèlement. Donc, ces segments sont réduits au binôme d'exploration-production. Donc, en général, on ne rentre pas dans tous les détails, vous entendrez parler d'EP. EP, exploration, production. Et retenez que dans ça, c'est tout ce qui est exploration, évaluation, comme je viens de dire. Pareil que pour l'aval, chaque segment, encore une fois de plus, représente aussi une niche de potentiel emploi à développer. Tout à l'heure, j'ai aimé en introduction les mots de Monsieur le maire. Dans cette industrie, en tout cas en général, dans l'industrie extractive, plus particulièrement dans l'industrie de l'oil and gas, il y a beaucoup de transversalité et d'aventure, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les ressources humaines de qualité formées en Mauritanie ou au Sénégal ne sont pas spécialement destinées que pour la Mauritanie ou que pour le Sénégal. Vous êtes formé pour apporter de la valeur ajoutée au niveau local, mais dans le monde entier, et même au niveau régional. Donc, next. Bon, très bien, ça c'est assez technique, hein, mais juste en résumé, il faut comprendre que ça, c'est une segmentation plus approfondie de ce que je viens de dire, mais retenez juste que dans la pratique, les activités sont regroupées sous 2 grandes rubriques dénommées, comme je l'ai dit tout à l'heure, exploration, production. Maintenant, ça c'est juste à titre informatif, mais on ne va pas passer du temps là-dessus. Oui, c'est bon, tu peux continuer.
Les risques associés aux activités de recherche et d'exploration d'hydrocarbures liquides et gazeux. Donc, il y a 5 risques géologiques qu'on appelle de Magic 5. Pour qu'il y ait du pétrole ou du gaz, il faut une roche-mère, de la chaleur, une roche-réservoir, des roches-couvertures, des structures au piège. On ne va pas faire de la géologie, mais encore une fois de plus, c'est important pour nos jeunes qui nous suivent, nos jeunes et les femmes qui nous suivent d'avoir une idée globale de cette industrie, de comment, on ne va pas rentrer dans les détails. On continue. Voilà, donc en milieu de dépôt, le bassin sédimentaire. Pourquoi il y a du pétrole aujourd'hui? C'est parce qu'on a recherché ce pétrole et le gaz dans un milieu de dépôt appelé bassin sédimentaire, schématiquement représenté au niveau de cette figure. Ne vous inquiétez pas, on pourra partager tout à l'heure ou bien à la fin de la réunion la présentation de ce gars. Donc, le plus important, c'est l'aspect vraiment formation. Donc, on ne va pas perdre du temps là-dessus, on avance. Voilà, maintenant, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le bassin MSJBC. Hein, d'accord. Dans ce bassin, nous avons la Mauritanie, le Sénégal, les deux Guinée, Gambie, etc. Donc, aujourd'hui, nous partageons ce bassin. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, la Gambie est très avancée aussi dans ses recherches, les deux Guinées. Donc, nous aurons du pétrole et du gaz dans tous ces pays. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement en matière d'emploi et de formation? Cela veut dire que aujourd'hui, le Sénégal, dans le bassin, le Sénégal et la Mauritanie sont très en avance par rapport aux autres pays et que ces pays vont suivre derrière et que les ressources humaines qui seront disponibles au Sénégal dans un premier temps et en Mauritanie ensuite vont servir, en tout cas, peuvent trouver de potentiels emplois dans tout le reste du bassin. Parce que c'est ça l'idée aujourd'hui, c'est de faire du Sénégal et ensuite, par ricochet, de la Mauritanie, un hub dans lequel on pourra puiser des ressources humaines de qualité pour pouvoir combler le gap dont auront besoin les autres pays du bassin. Suivant. Voilà. Maintenant, dans le segment exploration, acquisition de données géophysiques. Bon, maintenant, très rapidement, nous avons tout ce qui est traitement des données géophysiques brutes. Tout à l'heure, on verra quelle formation pour ce métier. C'est un métier. Donc, tout ce qu'on va citer, encore une fois de plus, c'est pour vous donner une idée. Parce que normalement, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, ça paraît tellement lointain et inaccessible, cette industrie. Et vous allez voir qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir Bac plus 100 pour travailler dans cette industrie et réussir. Encore une fois de plus, les formations, en tout cas, nous, l'orientation qu'on a prise à SOGA, c'est de proposer des formations transversales qui ne sont pas propres qu'à l'industrie de l'oil and gas. C'est-à-dire qu'un jeune ou une femme formée avec le contenu de SOGA, il peut travailler dans l'industrie minière, dans les BTP, aussi bien dans l'industrie de l'oil and gas. Donc, le traitement des données géophysiques brutes, on a besoin de l'interprétation des données traitées, mise en évidence, classification, évaluation de prospects. Ce sont des besoins qui sont là. Décision d'abandon du bloc de recherche ou de son maintien, engageant pour la réalisation de travaux d'exploration, renforcement du bureau de représentation en taille, effectif aux besoins de prestations de services. Next. Bon, ça, c'est un exemple de navire offshore moderne, juste pour vous montrer, pour ceux qui découvrent, pour vous montrer un peu à quoi cela ressemble. En espérant qu'un jour, on aura tous l'occasion, en tout cas, on pourra organiser une visite de terrain pour que vous puissiez voir tout ça de visu. Next. Voilà, donc là, rapidement, au niveau de cette slide, nous allons mettre le focus sur la partie exploration-forage. La partie exploration-forage, quels sont les services impliqués? Donc, dans toute la suite de ma présentation, c'est fait exprès, à chaque fois que je parlerai d'un service, encore une fois de plus, pensez métier, pensez potentiel emploi là-dedans. Donc là, ce sont des services qui existent et à côté, j'ai mis les structures, en tout cas, ou les entreprises qui sont très concentrées sur l'élaboration de ces services. Drilling rig, par exemple, nous avons tout ce qui est Global Marine Drilling CIE, Drilling Fluid Engineering, Electric Logging, Cementing, Coring, etc. Hélicoptères, même des services hélicoptères, workboats. Donc, tout ça, ce sont des services qui tournent autour de l'exploration et des forages. Et à côté, vous pouvez avoir les services, les structures qui sont déjà très avancées là-dedans. Ensuite,
toujours, hein, nous avons tout ce qui est transit, communication, equipment, rolling bits, mudlogging, DST, etc. Et ce sont aussi, encore une fois de plus, des formations, en tout cas, dans lesquelles on peut vous accompagner parce qu'il y a de la matière, hein. Ce sont des choses dont on a besoin dans l'aspect exploration. Surtout que je pense qu'en Mauritanie, en ce moment, c'est plutôt l'aspect exploration qui est très développé. Ensuite, pareil, hein, donc toujours dans le listing, là aussi c'est pareil. Et je vous dis que jusqu'à 16 et plus de sociétés de services impliquées encore. Donc, il y a de la matière. Et aujourd'hui, notre challenge, c'est quoi? Tout à l'heure, Madame Yamina en a parlé, c'est de faire du transfert de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très bien, nous sommes de nouveaux pays. Bon, le Sénégal n'est pas si nouveau que ça, hein, parce que il y a le gaz en onshore de Ngadiaga qui est exploité depuis 1970-75. Mais tout ce qui est offshore aujourd'hui, c'est nouveau chez nous, hein. Donc, c'est vrai que c'est nouveau. Nous avons besoin de l'expertise étrangère pour cette phase, en tout cas d'apprentissage. Mais l'idée, ce n'est pas de rester tout le temps sous le joug de cette expertise étrangère. Nous voulons nous débarrasser de ce joug. Donc, du coup, ça commence par avoir une idée de ce qui se fait dans le secteur, parce que nous ne voulons pas prendre les miettes de la chaîne. C'est quoi les miettes de la chaîne? Attention, je ne dis pas que ce sont de mauvais métiers, hein, parce qu'il faut du tout pour faire un monde, mais aujourd'hui, il ne faut pas qu'on nous dise oui, il faudrait que vos jeunes soient juste des pompistes, ou juste des chauffeurs, ou juste des rassembleurs d'outils. Non, nous voulons plus que ça. Nous voulons être au cœur de l'industrie. Et là, il n'y a pas de secret. Il faudrait qu'on aille chercher les compétences qu'il faut, qu'on ait les formations qu'il faut pour pouvoir demain dire très bien, nous avons compris, on s'est renseigné en amont, on a pris les devants, aujourd'hui, on peut gérer notre industrie. Donc ça, c'est de l'information, mais de l'information quand même assez importante. Next, please. Donc, exploration, évaluation. À la suite d'une découverte présumée, ça, c'est juste un peu de théorie. Une campagne de forage d'évaluation et de délimitation sera planifiée, exécutée. Si la découverte se confirme par des tests de production concluants, déclaration de commercialité sera faite si les tests sont concluants. Et ensuite, il y aura une décision finale d'investissement. Donc, après cette décision, entrer dans la phase de développement et d'exploitation du gisement et ensuite phase d'installation durable de l'opérateur et de ses principales sociétés de services. C'est important de noter que, quand même, un peu de développement peut durer jusqu'à 25 ans. Donc, il y a des choses à faire, mais l'alerte qu'on doit donner, c'est que n'attendons pas. N'attendons pas. Aujourd'hui, au Sénégal, par exemple, on parle de fossil oil, fossil gaz, et c'est prévu en 2023. Donc, c'est maintenant que le cadre doit être créé, c'est maintenant que les jeunes doivent être formés, c'est maintenant que les femmes doivent être formées et sensibilisées pour qu'on puisse faire mienne le local content. Next. Bon, ça, ce sont des exemples d'appareils de forage qu'on voit en mer. Juste à titre informatif, encore une fois de plus, c'est de la culture générale pour que vous puissiez comprendre et que vous ne soyez pas surpris face à ces images. Moi, je veux qu'à la fin de la réunion, en tout cas pour les jeunes qui découvrent pour la première fois et les femmes, à chaque fois qu'on parlera d'oil and gas et que vous verrez ces images, que vous puissiez dire, grâce à la mairie de CEPRA, Invest in Africa Mauritanie et ses partenaires, on a pu au moins voir ces dispositifs ainsi que ces appareils de forage en mer. Next. Maintenant, dans la phase de développement, exploitation, base de support logistique. Donc, ça, ce sont des bases dont on a besoin dans la phase de développement. Disposant d'aires de stockage, couvertes ou non couvertes, avec des infrastructures, des bureaux, un quai et des zones de service, des engins de manutention, des agences de catering, des espaces de location. Alors, au-delà, encore une fois de plus, de l'aspect formation, l'indépendance financière, l'insertion professionnelle, ce n'est pas forcément le fait d'être salarié ou le fait de trouver du travail. C'est aussi entreprendre. Ça, ce sont des idées. Pourquoi pas ne pas vous constituer en groupement ou bien entreprendre dans le secteur, sont des idées d'entreprise qu'on peut développer pour avoir aussi une part de marché dans le secteur. Next. Donc, voilà, ça, c'est la configuration type d'une base logistique des opérations offshore. Hein. Voilà la configuration type. Terminal à conteneurs, terrain portuaire, terrain logistique service. Sénégal, on en a déjà. Donc là, on a déjà notre base logistique et je suppose qu'il y aura pareil aussi en Mauritanie.
Next. Donc, tout ça, ce sont des niches d'emploi. Mais encore une fois de plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis très, très ancrée sur l'aspect formation parce que quelles que soient les lois qu'on votera dans le monde, quelle que soit leur effectivité, s'il n'y a pas de formation, les lois seront caduques. Donc, le langage qu'on doit tenir aujourd'hui à nos jeunes, c'est formez-vous. Donc, exemple d'exploitation et de valorisation de gisements de Haché. Donc, j'ai parlé tout à l'heure, ça c'est le cas du Sénégal, hein, de l'exploitation de gisements de gaz de Diamniadio, bon, 87 à 2016, et ça continue tout le temps. Hein. Bon, là, ça ne produit plus assez comme avant, mais c'est toujours en production. Et le projet aujourd'hui qui réunit le Sénégal et la Mauritanie, c'est le projet GTA, le Grand Tortue Ahmeyim. Voilà, donc là, c'est un projet quand même d'actualité qui nous réunit tous les deux et qui est exploité par BP, British Petroleum. Next. Bon, voilà, ça, c'est assez technique aussi. Hein, ce sont les projets en cours. Hein. Bon, il n'y a que le GTA qui nous intéresse, en tout cas qui est partagé par le Sénégal et la Mauritanie. Pour le reste, c'est typiquement sénégalais, donc on peut passer. Voilà, ça, c'est une unité flottante de production, de stockage et de déchargement. C'est ce qu'on appelle les FPSO. Hein. C'est important aussi de savoir à quoi ça ressemble parce que nous voulons aiguiser votre appétit, si j'ose dire, vous donner envie de vous former là-dedans et de vous dire, ben voilà à quoi ça ressemble, de rester un peu dans le concret afin qu'à la fin de cette réunion, vous puissiez vous dire, ben, très bien, moi, ce secteur m'intéresse, je me forme. Donc, ça, c'est une FPSO, unité flottante de production, de stockage et de déchargement. Maintenant, bien, les offres de formation. Bien. Alors, là, on a fait une bonne partie introductive assez accélérée. J'espère que ça vous a donné envie de rentrer dans l'aspect formation. Les formations, moi, je divise ça en plusieurs secteurs. Il y a le cycle technicien. Technicien, chez nous, bac plus 2 ou même bac plus 3. Hein. Donc, des techniciens en géophysique appliquée, on en a besoin si on fait un peu si on tourne un peu sur le début de l'introduction. Vous vous rappelez que je vous ai parlé des services qui existent dans le secteur et je vous ai dit que chaque service est une niche de formation, en tout cas, qu'on peut creuser. Donc, on aura besoin des techniciens en géophysique appliquée. On aura besoin des techniciens en géologie appliquée. On aura également besoin des techniciens réservoirs. On aura besoin des techniciens de forage pétrolier. On aura besoin des techniciens de flûte de forage, des techniciens de cimentation et des techniciens HSE. Alors, vous allez voir que ces offres de formation pour les techniciens ne sont pas propres qu'à l'industrie de l'oil and gas. Par exemple, un technicien en géophysique appliquée peut très bien travailler dans l'industrie minière, peut très bien travailler dans l'industrie hydraulique. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on entend souvent dire oui, l'oil and gas n'emploie pas beaucoup, etc., etc. Mais non, ce n'est pas ça le but. Encore une fois de plus, vous n'êtes pas formé et emprisonné dans un cocon juste pour travailler dans l'oil and gas. Hein? Vous êtes formé pour travailler dans l'oil and gas et dans tous les secteurs connexes. En tout cas, votre diplôme vous offrira la transversalité. Next. Maintenant, le technicien en géophysique appliquée, qu'est-ce qu'on attend de lui? Ça, c'est pour vous donner un avant-goût, c'est-à-dire dans le panel, ça vous permettrait, en tout cas aux jeunes et aux femmes qui nous suivent, de savoir un peu est-ce que ça m'intéresse ou pas. Il intervient le plus souvent en phase d'exploration, tout ce qui est recherche, etc. Durant les opérations de forage, il intervient aussi lors des mesures de diagraphie. Next. Prenez des questions. Je pense que normalement, une fenêtre de questions-réponses est prévue à cet effet. Parce que là, j'ai que 30 minutes. Je n'ai pas de minuteur devant moi, mais il ne faut pas que je déborde. Je fais vite. Et ensuite, le technicien en géologie appliquée, il intervient en phase d'exploration, détermination des réservoirs d'hydrocarbures. Il intervient durant les opérations de forage, d'exploration et de développement. Il assure le suivi et assiste l'ingénieur aussi. Donc, next, please. Nous avons également, toujours dans ces idées de formation, le technicien réservoir. Il travaille sous la direction de l'ingénieur réservoir. Donc, vous allez voir qu'il y a technicien et ingénieur. Tout dépend de ton projet
professionnel et personnel. Si aujourd'hui tu te dis, bah, écoute, moi, j'ai pas envie de faire de grandes études, j'ai envie de travailler, d'avoir de l'argent rapidement, le cycle technicien te va très bien. Sachant que nous, en tout cas, à Soga, nous avons des plateformes d'enseignement à distance qui nous permettent aujourd'hui d'étendre nos tentacules jusqu'aux îles Comores, en Mauritanie, Gabon, etc. Ça veut dire que vous pouvez rester chez vous, avoir votre emploi et continuer de suivre vos études si vous le souhaitez. Donc, je reviens sur le technicien réservoir. C'est quelqu'un qui tient compte des données recueillies au niveau de la roche réservoir et on a aussi besoin de lui pour déterminer le nombre de puits, leur nature et leur emplacement. Next. Le technicien forage, il aide l'ingénieur foreur à concevoir un programme de forage. Il y a un programme détaillé de forage qu'il faut d'abord avoir avant de démarrer. Il prévoit la durée et les coûts des opérations. Ça, c'est le rôle du technicien forage. Next. Techniciens de flûte de forage aussi, hein, ils sont très recherchés. Ils élaborent la boue de forage. Ils déterminent périodiquement les caractéristiques de la boue, viscosité, densité, pH, etc. La cimentation, ça aussi, c'est très recherché, c'est rare. Ils agissent sur la machine de cimentation, mélangent et injectent le ciment nécessaire pour maintenir les tubages. Le rôle aussi, c'est de maintenir le peu dans des conditions requises pour un bon déroulement du forage. Donc, vous voyez que là, déjà, nous sommes juste au niveau technicien et il y a de la matière. Ensuite, voilà. Donc là, très rapidement, hein, ce n'est pas tout, mais là, j'ai mis le focus sur les formations transversales. J'insiste sur ce mot parce que nous ne voulons pas vous coincer seulement dans l'oil and gas. Nous voulons augmenter votre employabilité et ces diplômes que vous aurez de technicien vous permettront de travailler dans pas mal d'industries. Maintenant, l'ingénieur, c'est pareil. À chaque fois qu'il y a un technicien, il y a un ingénieur à côté. Donc, quand on a parlé de technicien géophysicien, à côté, on a un ingénieur géophysicien. Alors, c'est un explorateur qui cherche à reconstruire l'image du sous-sol afin de cerner les emplacements où a pu se piéger le pétrole. Donc, le géophysicien peut travailler sur le terrain. C'est le cas des géophysiciens d'exploration qui recueillent les données ou du géophysicien interprétateur lorsqu'il interprète ses résultats. Ça veut dire qu'il recueille et il y a un autre spécialisé dans l'interprétation. Il peut aussi travailler dans un bureau avec des logiciels. Hein? Ça, c'est le cas du géophysicien de traitement. Ensuite, le géologue ingénieur, c'est pareil. Il supervise les opérations sur les chantiers de forage. Il fait tout ce qui est acquisition, interprétation des données. Hein, et ensuite, l'ingénieur géologue voit s'ajouter à ses activités techniques des fonctions de gestion puis de management. Donc, en général, il faut savoir que contrairement, mais même aujourd'hui, nous, par exemple, à Soga, de plus en plus, nous formons aussi nos techniciens dans l'aspect management. Parce que aujourd'hui, l'industrie a besoin de personnes polychrones qui sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Même si aujourd'hui, tu es spécialisé technicien réservoir, tu dois être capable de définir les grandes phases d'un projet et tu dois être capable de diriger une équipe. Next. Ingénieur forage, pareil, hein, donc avec toute l'équipe de foreurs, il assure le suivi de la réalisation de puits et participe à la résolution des problèmes techniques au quotidien. Donc l'ingénieur, à la différence du technicien, il est plus dans le management et c'est un apporteur de solutions. Et le technicien, il est plus dans la pratique. Et puis, ce n'est pas toujours vrai aussi. Hein, les ingénieurs pratiquent beaucoup aussi. Mais c'est juste que, bon, technicien, bac plus 2, bac plus 3, ingénieur, bac plus 5. Voilà. Mais encore une fois de plus, tu peux commencer petit, continuer tes études jusqu'à upgrader. Ensuite, QHSE. QHSE, c'est extrêmement important et c'est quelque chose dont a besoin toutes les industries. Aujourd'hui, par exemple, si vous êtes formé en QHSE, vous n'avez pas de raison de chômer. Si on prend la Mauritanie, même si la Mauritanie aujourd'hui n'était pas un pays producteur de gaz ou de pétrole, whatever, la Mauritanie est un pays minier. Et dans les mines, et je parle sous le contrôle de M. le maire qui a quand même un background dans l'industrie minière, dans les mines particulièrement, on a besoin d'agents HSE. Hein. Donc, la principale mission de l'ingénieur HSE, c'est de participer à la mise en place de la politique hygiène, santé, sécurité, environnement, qualité, hein, à partir de standards et de méthodes définis par les référentiels du groupe, de l'entreprise. L'ingénieur a pour fonction d'anticiper et de minimiser les risques d'accident. C'est extrêmement important. Next. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que nous, notre projet,
c'est vraiment l'inclusion. C'est-à-dire que nous ne voulons laisser personne en rade. Ce qui fait que même à Soga, nous avons un programme spécialement destiné aux pêcheurs. Et ce programme peut être dupliqué en Mauritanie. Donc, les pêcheurs, nous les formons en 3 mois. Ils ressortent comme plongeurs industriels et ils parcourent le monde avec leur expertise. Les personnes qui présentent des handicaps, pareil. Les personnes déscolarisées, les jeunes déscolarisés qui ont fait des études jusqu'en classe de 4e, classe de 5e, classe de 3e, qui n'ont pas pu continuer aussi, ont leur place là-dedans. Donc, ces jeunes peuvent faire ces formations, ils peuvent être formés comme des opérateurs des industries pétrolières et pétrochimiques. Alors, une information de taille, l'industrie de l'oil and gas est une industrie où, si tu fais tes preuves, tu apprends vite, tu es résilient, tu es sérieux, tu peux upgrader très, très rapidement. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu peux commencer au bas de l'échelle comme opérateur et devenir chef de projet. Ça, quand même, c'est une particularité de cette industrie. Donc, si vous êtes déscolarisé, vous pouvez être formé en opérateur des industries pétrolières et pétrochimiques. Connaissances et savoir-faire nécessaires aux fonctions d'opérateur de raffinerie, d'usine pétrochimique ou chimique. Ensuite, plongeur industriel, j'en ai parlé tout à l'heure. Le plongeur industriel, il est extrêmement recherché parce que regardez, la production en Mauritanie et au Sénégal, principalement, se fera en offshore. Tout à l'heure, je vous ai montré les navires, les FPSO, tout ça. Et il faut savoir que ces navires, ces FPSO, ont des superstructures en milieu immergé dans l'océan. Donc, le plongeur industriel, c'est quoi son rôle? Le plongeur industriel, c'est de faire des travaux en milieu immergé. C'est-à-dire tout ce qu'on fait en terre ferme, on en aura besoin en milieu immergé. Et c'est extrêmement... Le plongeur industriel, il plonge en milieu immergé, il fait tout ce qui est soudage, découpe de métaux, peinture, raccord de tuyauterie, etc. La seule condition pour accéder à cette formation, c'est avoir une bonne santé et ne pas avoir plus de 45 ans parce que ce sont des métiers assez physiques. Par exemple, les pêcheurs peuvent constituer un bon échantillon. On peut partir avec eux. Les pêcheurs, ils sont formés pendant 3 mois et au bout de 3 mois, ils ont leur diplôme. Ils se constituent même en auto-entrepreneurs et puis ils parcourent le monde. Ils ont leur marché et ils ont leur indépendance financière. Donc, le plongeur industriel, c'est très recherché. Next. Mais attention, il n'y a pas que les pêcheurs qui peuvent faire cette formation de plongeur industriel. C'est seulement qu'un pêcheur prendra 3 mois, mais une personne qui ne sait pas nager, qui n'a jamais nagé de sa vie, ça prendra peut-être 1 an et demi. Vous voyez la différence. Mais ça ne veut pas dire que il faut être pêcheur pour pouvoir accéder à cette formation. Donc, peintre industriel aussi. Tu es déscolarisé, etc. Tu peux le faire. Hein. Là, tu n'as pas besoin d'avoir bac plus 100. Et ce sont des métiers qui paient extrêmement bien. Et vous avez la possibilité de suivre ces formations chez nous. Bon, ça peut se faire à distance, sauf que pour la partie pratique, il faudra soit que le formateur se déplace, soit que les apprenants se déplacent. Donc, différentes techniques d'application de la peinture, savoir manier le pistolet, la polisseuse et la ponceuse. Ça, c'est très sommaire, hein, nous ne rentrons pas dans les détails. Soudeur industriel aussi, ça, je ne vous apprends rien du tout. Vous savez que le soudeur industriel est très, très recherché dans ces industries, dans ces industries extractives, plus particulièrement dans celle de l'oil and gas. Donc, technique de soudage à la flamme, etc., lecture de plans, connaissance des normes en vigueur. Next. J'espère que je n'ai pas débordé. Grutier, pareil. Hein, pour vous former comme grutier, donc vous devenez des techniciens de chantier qualifiés dans la conduite et la manœuvre des engins de levage, montage et mise en route de grues, lecture de graphique de charge. Next, please. Bien, donc là, on a parlé des techniciens, on a parlé des ingénieurs, on a parlé des offres de formation pour les jeunes déscolarisés ou bien qui n'ont pas un niveau d'études assez poussé. Et là, nous allons parler des certificats. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es cadre, hein? Tu es cadre, tu travailles depuis longtemps et tu as envie de te réorienter. Nous avons aussi des formules pour vous, des certificats de 2 mois, 3 mois. Et alors, il faut noter que tous nos certificats, tous nos diplômes sont reconnus et agréés par l'État du Sénégal, par le ministère de l'Enseignement supérieur, par le ministère de la Formation professionnelle. Et cerise sur le gâteau, nous, aujourd'hui, nous sommes accrédités hôpitaux, nous sommes accrédités NEBOSH, nous sommes accrédités GEIAF.
Voilà, ça c'est juste une information de taille que je tenais à partager avec vous. Donc, management de projet amont, ce sont des certificats que nous délivrons chez nous pour les cadres confirmés. Donc, tu es cadre, tu veux vraiment soit devenir consultant ou bien faire des travaux pour les compagnies. Tu viens chez nous, on te forme dans tout ce qui est management de projet amont et tu as le certificat de manager de projet amont, label SOGA. Next. Sécurité des installations et opérations. Ça aussi, nous avons énormément de demandes des compagnies pétrolières pour ça. Et pour l'instant, malheureusement, nous n'avons pas de contenu pour les jeunes pour ça. Bon, jeunes, après jeunes, ça se discute, hein, mais j'ai envie de dire pour le niveau d'études quatrième, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas de niveau d'études poussées, pour l'instant, c'est un contenu qu'on délivre juste pour les managers qui veulent se réorienter. Next. Pétrochimie, raffinage aussi, hein, nous avons des certifications là-dessus, certificats ou certifications. Fonctionnement, opération et suivi des performances des procédés de raffinage du pétrole brut. Next. Voilà, donc là, vous voyez que nous sommes en train de faire vraiment un tour sur la chaîne de valeur. Je répète, encore une fois de plus, cette industrie n'a rien de miraculeux. Comme on le dit dans nos pays, oui, c'est inaccessible, il faut avoir le bras long, il faut avoir bac+1, il faut. Non. C'est une industrie comme toutes les autres industries qui a besoin. Et aussi, il y a une question qui revient tout le temps. Madame Nias, je suis littéraire, est-ce que j'ai ma place là-dedans? Si vous suivez la présentation, vous savez que même si vous êtes littéraire, vous êtes économiste, vous êtes scientifique, vous êtes, j'en sais rien moi, comptable, vous avez votre place là-dedans. Tout dépend encore une fois de plus de sur quoi vous voulez mettre le focus. Donc là, les métiers connexes. Hein. Il faut savoir qu'il y a des milliers de métiers qui tournent autour de cette industrie, qui ne sont pas directement rattachés à cette industrie, mais qui sont autour. Donc, réunissent de station-service, pompiste, graisseur, technicien de baie, manager de station-service. Donc, tout ça, ce sont des formations courtes. Parce que tu peux ne pas... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux ne pas avoir de background académique et vouloir aussi travailler. On ne va pas fermer la porte à ces personnes qui n'ont pas de background académique et qui sont pressés, qui sont des soutiens de famille, qui ont envie d'avoir une indépendance financière rapidement. Donc, ça, ce sont des formations courtes de 2 mois. Après, tu es employable. Next. Et voilà, c'est terminé. La présentation vous a été offerte par la Sénégal Oil and Gas Academy et je tiens à réitérer ma satisfaction et mon plaisir à partager ces quelques minutes avec vous. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, Sénégal Oil and Gas Academy, ou bien sur Facebook, Sénégal Oil and Gas Academy, ou bien sur notre site web www.senegaloilandgasacademy.com. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin. Oui. Je crois que tu n'as pas entendu les applaudissements, là. Ils ont applaudi, là. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, là. Voilà. Donc, tu as entendu en direct, là. Hein. Ah, merci beaucoup. Mais j'étais en mute. Ils ont des tas de questions, mais je ne veux pas aussi complètement hacher le moment. Donc, si tu veux bien, on va basculer sur Yamina. On va poser des questions à la fin, OK? D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Merci et bravo. Je tiens à dire pour nos frères arabisants, nos frères et sœurs arabisants, ils auront aussi la présentation. D'accord? Yamina, the floor is yours. D'accord. Is yours. Yeah, Je merci. suis très Boka. Je partage ou vous partagez Boka? Boka, tu m'entends? Oui, je t'entends. Je suis en train de partager la présentation là. D'accord. Voilà, c'est bon. D'accord.
D'accord, alors merci encore une fois pour votre invitation. Alors aujourd'hui, nous allons voir le détail d'une définition très simplifiée et très détaillée du contenu local, tout le projet, les opportunités pour les jeunes diplômés ou non diplômés, et aussi nous allons survoler un peu sur l'aspect PME, parce que nous encourageons aussi les jeunes à être créateurs de projets et pour apporter un peu plus de valeur ajoutée au pays. Sans pour autant attendre des emplois, s'ils peuvent être créateurs eux-mêmes d'entreprises et créateurs d'opportunités d'emploi pour d'autres jeunes, ça pourrait aussi être disponible dans cette industrie des hydrocarbures. Allez-y, vocab. Next one, please. Très bien. Alors, bon, le sommaire, on n'a pas le sommaire maintenant, ce n'est pas un problème. Nous allons voir définition du... C'est pas un problème, donc pas un problème. Alors, comme définition très simplifiée, le développement du contenu local, il s'appuie sur deux choses. C'est le développement du tissu industriel, c'est-à-dire on décide de développer l'industrie locale, quelle que soit l'industrie, hydrocarbures, agroalimentaire, pêche et autres, d'accord? Et aussi par le biais du développement des entreprises qui vont nous vendre des services et des biens avec des compétences locales. Ça, c'est la définition la plus simplifiée. Next one, please. Très bien. Alors, quel est l'impact du contenu local sur le pays? Alors, imaginez-vous qu'aujourd'hui, dans un pays ou dans une localité ou dans une wilaya, nous allons développer un grand projet industriel. Et nous allons importer tous les services connexes à cette industrie. Par exemple, nous allons bâtir une usine qui va faire de la transformation agroalimentaire. Sinon, un projet tel que GTA aujourd'hui en Mauritanie. Et nous allons nous appuyer uniquement sur des services importés. Alors, automatiquement, le coût de revient de ce projet va être vraiment plafonné. C'est pour ça que la valeur ajoutée du développement local, c'est d'utiliser le maximum la main-d'œuvre disponible localement et les services et les biens qui sont disponibles aussi dans le pays. Et je vais détailler un peu plus dans les prochains slides sur l'impact du contenu local. Next one, please. Très bien. Alors, le contenu local est un concept qui a été créé par l'industrie des hydrocarbures. Alors, lors de baisse du taux du pétrole, ils ont décidé de trouver des solutions. Alors, dans le monde des pétroliers, ils ont décidé de trouver des solutions pour faire face à des crises pareilles. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont développé le contenu local, c'est d'aider les PME pour s'aligner un peu aux attentes et aux standards attendus par ces pétroliers, et aussi développer, comme Aïssatou l'a bien expliqué tout à l'heure, la main-d'œuvre locale, que ce soit diplômée ou non diplômée, à plusieurs échelles, pour pouvoir aider les investisseurs tels que BP ou Cosmos ou autres à utiliser tout ce qui est localement. Après, d'autres industries, ils ont pris le même concept et ils l'ont implémenté. C'est juste quelques industries dans la construction, dans la pêche, la production de l'énergie et de l'électricité ou l'agriculture. Très bien, c'est le même modèle qui a été impliqué dans plusieurs domaines. Next one, please. Alors, le contenu local, les parties prenantes du contenu local, ils sont très clairs. Il y a le pays qui va bénéficier de ce plan, les sociétés donneuses d'ordre telles que la SMHP ou BP ou Woodside ou Tullow ou autres, investisseurs qui viennent chez nous pour l'exploration et le forage et la production aussi des hydrocarbures. Dans un contexte pétrolier ou autres industries, comme je viens de le dire, du moment où le plan a été délayé sur plusieurs domaines aussi. La communauté locale, éventuellement, en développement, le développement du pays, c'est-à-dire il va faire face à un développement du tissu industriel local en impliquant la communauté. Et qui dit un développement du pays et le développement de l'industrie localement,
elle se chapeaute sur, elle s'appuie sur deux acteurs principaux. C'est les PME locales et la main-d'œuvre locale. Comme je venais juste de l'expliquer dans le graphe tout à l'heure, si j'utilise la richesse locale, le coût de revient du projet, il serait vraiment beaucoup plus rentable et beaucoup plus maîtrisé. Alors, pour le pays, nous allons développer le tissu industriel local, quelle que soit l'industrie. On va faire, le pays va bénéficier d'une création et de développement d'infrastructures. Nous allons construire peut-être des raffineries en Mauritanie d'ici 5 ans, d'ici 3 ans, en plus de cette exportation du gaz qui va se faire peut-être brut les premiers temps. Après, ça va être traité localement. Je prends l'exemple de l'Algérie. Après l'indépendance en 1962, l'exportation du pétrole algérien était vraiment en l'état brut vers des pays qui vont faire le traitement. Par contre, aujourd'hui, nous comptons un peu plus d'une vingtaine de raffineries en Algérie qui font des traitements du pétrole et du gaz pour l'exportation vraiment à l'état traité au lieu que l'état brut. La création de l'emploi, la réduction du chômage et éventuellement quand on parle du développement de l'industrie du pays, on parle d'une stabilité sociale et d'une stabilité politique. Alors, les donneurs d'ordre ou les investisseurs, ils seront contents. La communauté, elle sera contente parce qu'il y aura une richesse au foyer mauritanien ou algérien ou autre. Il y aura une stabilité communautaire. Il y aura aussi une participation en force des fournisseurs et des sous-traitants. C'est-à-dire nous allons encourager les jeunes, comme je venais de dire, à être créateurs eux-mêmes de petits projets qui pourraient, au fil des années, d'être vraiment se développer vers des activités industrielles et des activités en méga-industrie. Alors, le renforcement de capacité de ces fournisseurs, ils vont faire bénéficier ces donneurs d'ordre à utiliser les PME locales pour faire, c'est-à-dire un bénéfice meilleur du développement de leurs projets localement. Alors, les parties prenantes, il faut vraiment que ça soit équilibré pour que tout le monde puisse bénéficier du projet. Et là, aujourd'hui, comme preuve, je l'ai dit et sincèrement, je le pense, que la participation de CEPRA aujourd'hui à cet événement, c'est une implication directe des autorités et une implication directe des autochtones de la région pour pouvoir comprendre comment ils vont accompagner ce projet d'investissement et de développement local pour pouvoir vivre mieux et vivre heureux. Voilà. Next one, please. Très bien. Alors, bon, je ne vais pas trop détailler. Je savais que Aïssatou allait toucher sur GTA. Mais l'opportunité de développement en Mauritanie aujourd'hui, machallah, c'est un grand projet en GNL, qui est le gaz naturel liquéfié, sur 2 gisements, le Grand Tortue et Ahmeyim, qui est GTA. Next one, please, Boka, qui est une association entre Cosmos, BP et SHMP. Alors, automatiquement, la découverte a été faite en 2016. Je me répète, on se répète, moi et Aïssatou, on s'est chevauché un peu dans les présentations et on s'excuse pour ça. Alors, ça a été annoncé par Cosmos, où vraiment la production a été très importante, à 1400 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Ça sera vraiment une fortune pour la Mauritanie et qui va s'impliquer positivement sur le pays, positivement sur les PME et positivement sur l'emploi et la stabilité du pays, Inch'Allah. Alors, ça, c'est un partenariat en offshore. Les métiers connexes, je ne vais pas trop tarder parce que Aïssatou, elle a donné beaucoup de détails, mais parmi les services impliqués dans le pétrole et le gaz, le développement pareil, il y a le sismique, il y a le forage, il y a des opérations d'intervention pendant le forage, et après, il y aura des opérations d'intervention pour faire une simulation du puits pour augmenter la production et contrôler le puits. Next one, please. Très bien. Un bref aperçu sur les opportunités. Alors, on a deux types d'opportunités. On a des opportunités pour des employés, des chercheurs d'emploi ou les talents locaux.
locaux et on a des opportunités pour les PME. Bon, là, c'est juste une liste vraiment pas trop exhaustive, mais des postes qui sont faciles à être accédés par des locaux, que ce soit avec peu de formation ou sans formation ou avec une formation de base et une formation en hygiène et sécurité ou des formations de postes voilà, très définies. Alors, on a dans l'assistance administrative et la sous-traitance, ça c'est une opportunité aussi. L'hôtellerie et le catering, ça peut être une opportunité. Et pour les PME, on commence à créer une entreprise de catering. Alors, on pensait à ça aussi. Le jour où le projet va commencer, on aura des entreprises qui vont faire du catering, on aura des entreprises qui vont faire du transport, qui ont été déjà préparées, soutenues par l'État, et je suis sûre qu'ils vont être soutenus par des banques mondiales aux investisseurs tels que les PME locaux. Aménagement de paysages et espaces verts, services de réservation et bureaux de réservation de voyage, la location des engins et la location de tout ce qui est transport et manutention. D'accord? Alors, le programme logistique et entreposage, on aura besoin d'espaces d'entreposage, c'est des entrepôts sous douane pour les gens qui vont faire le dédouanement, des services courriers, aussi simple que ça, mais c'est très, très rentable pour les petites entreprises. Ça pourrait commencer par un petit ordinateur et un petit bureau. Après, ça va se multiplier par une grande entreprise qui va même être concurrencée avec DHL ou autres grandes entreprises de courrier. Les services de reproduction documentaire. Et en 2022, on parle même de l'archivage électronique des données, qui est très important pour toute entreprise en cloud ou en serveur local. La sécurité et le gardiennage. Alors, vous allez imaginer aujourd'hui un jeune qui va débuter à préparer une entreprise de gardiennage et de sécurité. Il va recruter des jeunes, il va les former, il va s'appuyer sur les lois et les conjonctures du pays pour pouvoir être prêt le moment opportun du démarrage du projet. Les services de traduction, sincèrement, moi personnellement, j'utilise beaucoup de services de traduction. Je vais un peu m'attarder là parce que le monde des pétroliers, il s'appuie beaucoup plus sur l'anglais que sur le français. Et éventuellement, la Mauritanie, telle que comme l'Algérie, l'anglais, c'est la quatrième langue, si ce n'est pas la cinquième. Alors, nous avons le français comme langue primaire utilisée dans toutes les administrations. L'arabe, c'est la langue maternelle et la langue du pays. Après, il y a le berbère et tout type de berbère confondus. Après, on aura l'anglais. Alors, l'anglais, c'est vraiment l'Algérie, elle a un peu rattrapé le tir pendant, à partir de la fin des années 80 à ce jour. C'est là où les pétroliers étrangers, les investisseurs étrangers étaient venus en Algérie. Ils se sont rendus compte que la main-d'œuvre locale ne maîtrisait pas du tout l'anglais. Alors, ils ont beaucoup pris du temps à s'investir sur les jeunes et sur la langue dans ce sens-là. Alors, c'est juste une parenthèse à ouvrir parce que c'est le même contexte que l'Algérie. Next one, please. Voilà. Alors là, c'est encore très simple. La maintenance des infrastructures. Un groupe de jeunes qui vont former une entreprise. On va faire de la plomberie, la maintenance de l'électricité, de la menuiserie, l'installation des fenêtres, de la climatisation et tout, services informatiques. C'est des services de base. Là, je vous raconte des débuts des années 90, quand les étrangers étaient venus en Algérie. On va pas s'il y avait beaucoup, Anadarko, BP, Repsol, Total et tout. Ils avaient ramené même leurs cuisiniers, parce qu'ils étaient sûrs que les cuisiniers algériens ne pouvaient pas préparer des menus adéquats à leur culture et adéquats à leur habitude alimentaire. Mais après quelques années plus tôt, ça n'a pas pris longtemps, ils se sont rendus compte qu'il fallait remplacer, même le pays, il a mis un peu plus de restrictions pour le remplacement d'expatriés par des Algériens.
Et on va parler tout à l'heure des rapports et comment on met à l'emploi et comment on va implémenter ce projet de contenu local en mobilisant tout un programme et avec un reporting semestriel et trimestriel et même annuel pour chaque entreprise investisseur. Alors là, ça nous met à réfléchir. On avait un taux de chômage très haut et éventuellement, pendant les années 90, tout ça a généré carrément une instabilité du pays. Là, on a eu un taux de terrorisme. Là, c'est juste une histoire à raconter, pas fièrement, mais à éviter. Hein. Le pays qui s'investit sur des plans immenses, des méga plans pétroliers, mais les foyers n'avaient pas eu aucun bénéfice sur ces projets. Alors, ça a un peu créé une instabilité. Aujourd'hui, je ne pense pas que les pays vont faire la même chose. Alhamdoulilah, on a appris de nos erreurs et on ne veut pas que ça se répercute sur d'autres pays ou sur d'autres industries. Next one, please. Très bien. Alors, pour des demandeurs d'emploi, ça, c'est je sais que Aïssatou, elle a donné beaucoup plus de détails, mais parmi des postes très, très accessibles à des locaux, on commence toujours chez les pétroliers en bas d'échelle et on remonte rapidement, généralement, selon un programme de formation bien défini, un standard de compétences et une matrice de compétences bien définie selon le standard pétrolier de IADC, qui est le International Oil and Gas, une organisation internationale des pétroliers, IADC, ça c'est américain. Ils ont des critères sur des compétences par poste. Alors, automatiquement, on commence en bas d'échelle et on remonte jusqu'à foreur. En Algérie, on a commencé à avoir vraiment des vrais foreurs qui manipulent le frein, comme on le dit ici, chez les pétroliers, à partir de la fin des années 90. Ça nous a pris à peu près 20 ans à 25 ans. Mais je suis sûre que ça va prendre moins ailleurs parce que la législation à l'époque n'exigeait pas l'implication du contenu local. Or qu'aujourd'hui, je suis très contente de savoir qu'au Sénégal, en Mauritanie et même ailleurs, en Afrique ou d'autres pays, même hors d'Afrique, qui sont très, très pointueux sur le pourcentage des locaux dans tout projet confondu. Next one, please. Voilà, là, on s'est chevauché encore une fois. Pour les pétroliers, c'est très important de former les grutiers, tout ce qui est manutention, parce qu'il y a beaucoup de manutention dans les chantiers pétroliers. Alors aussi pour les chauffeurs, des chauffeurs de poids lourds et légers, les pétroliers, ils sont très méticulés sur les résultats et l'impact des accidents sur cette industrie. D'accord. Alors, on a des professions de base, comme je disais tout à l'heure, la restauration, de la vianderie, la boulangerie. Ça nécessite quelques mois de formation avec une certification, un peu d'hygiène et de sécurité et un peu de formation de base de métier. Et on aura toute une population qui sera prête à l'emploi, Inch'Allah. Des agents d'entretien, des spécialistes de désinfection et de dératisation. Je ne vous cache pas, nous avions eu au début des années 90 beaucoup d'entreprises qui faisaient pas mal de services d'accompagnement de pétroliers étrangers. Désolé, je crois que Yamina a été coupée. Sûrement un problème de connexion. J'espère que la présentation vous a particulièrement intéressé. Une petite précision pour nos amis arabisants, cette présentation-là sera disponible en arabe. Hein. On va donner encore quelques minutes à Yamina le temps qu'elle revienne. Merci. Yamina, tu es de retour?
Non, Yamina est en train de se reconnecter. Désolée. D'accord, très très bien. Désolée, je me reconnecte encore une fois. Voilà, partant. Il y a eu un problème d'Internet, typiquement algérien. Très bien, alors voilà, c'est juste, enfin, j'ai touché sur ce slide, il y a beaucoup plus, enfin, les chauffeurs et les conducteurs recrues, les agents d'entretien et les positions juniors accessibles aux locaux. Next one, please. Très bien. Alors, ça, c'est des postes clés purement techniques. Ce que j'ai mis en rouge en haut, ce ne sera pas des postes qui vont être accessibles peut-être d'ici les 5 premières années du démarrage. C'est-à-dire si on va faire un programme de formation de main-d'œuvre locale diplômés et non diplômés, bon, il y aura certainement uniquement les diplômés qui vont arriver au poste de rig manager, de driller et d'assistant driller, plus le tool pusher. Alors ça, c'est des catégories de postes dans un chantier de forage pour qu'ils puissent accéder à ces postes. Alors ça va prendre quelques années, mais si on met la roue tournée assez rapidement au démarrage, je pense que ça sera très accessible au bout de la 6e, 7e année, Inch'Allah. Next one, please. Je n'ai pas donné trop de détails parce qu'Aïssatou, elle a vraiment très, très bien expliqué voilà, les postes et les opportunités d'emploi dans ce sens-là. Alors, pour les diplômés, et même s'il n'y a pas de personnes aussi, je ne pense pas qu'il n'y a pas de personnes prêtes en ce moment en Mauritanie pour prendre en charge tout ce qui est administration, ressources humaines. Bon, les achats chez les pétroliers, ils ont toujours des systèmes tels que le SAP et des ERP très pointueux. Mais généralement, c'est des entreprises qui s'investissent aussi sur la formation et sur l'alignement des compétences selon leurs standards internes. Alors, finance et comptabilité et services informatiques. Croyez-moi, depuis la première année, vous pouvez rapidement accéder à des postes bas d'échelle et être rapidement, au bout d'une année à 2 années, sur des postes de superviseur dans ce sens-là. Next one, please. Très bien. Alors, comment on va déployer le local content dans le contexte des PME? C'est-à-dire comment on va assister ces PME, si aujourd'hui je suis en train d'inviter ces jeunes qui sont là. Désolé, je crois que Yamina a un petit problème d'Internet. Je vais vous demander un peu de patience, s'il vous plaît, le temps qu'elle se reconnecte. Merci de votre compréhension. Alors, on va réessayer. Excusez-moi, je pense que je vais enlever ma caméra si ça ne va pas vous déranger. Hein. Ok, très bien. D'accord, excusez-moi. Alors, je disais, comment on pourrait utiliser le maximum de nos jeunes qui sont peut-être en train de penser à commencer leur projet d'entrepreneuriat pour une préparation au contenu local. Alors, on va mettre des accords spécifiques et des tests de loi, des applications et des exigences de conditions d'implication des sous-traitants locaux. J'ai donné le simple exemple, le catering qui était importé en Algérie ne doit pas être importé en Mauritanie. Parce qu'on est sûr qu'on a assez de personnes formées, même prêtes aujourd'hui, à lancer un projet de catering et d'accompagnement dans ce service. Adaptation des contrats aux capacités locales, c'est-à-dire des entreprises pétrolières ne doivent pas mettre la barre très haute, à exiger beaucoup de ressources à ces petites entreprises qui voudraient vraiment participer à ces plans de développement. La préqualification des entreprises locales, et généralement, ils sont accompagnés pour répondre aux critères techniques et aux critères de l'hygiène et de sécurité. Très bien. Alors, aussi, j'ai bien dit,
si on ne met pas en place un système de reporting qui va obliger ces entreprises investisseurs dans nos pays à donner les chiffres combien d'appels d'offres a été attribué à des PME mauritaniennes, combien de postes de travail a été occupé par des locaux, ainsi de suite, on ne va pas avoir l'impact de ce projet-là. Et là, je dis en connaissance de cause, et dans mon expérience, moi j'ai travaillé à peu près 28 ans chez les pétroliers, et pendant ces 28 ans, une bonne quinzaine d'années, peut-être 18 ans exactement, j'ai été le competency manager, c'est-à-dire la responsable du système de compétences d'Haliburton, Algérie, et j'ai même été champion, c'est-à-dire responsable du déploiement du système de compétences d'Haliburton, worldwide. Alors, alhamdoulilah, et pendant ce déploiement, j'ai vu vraiment naître l'algérianisation et le remplacement correct de postes clés par des Algériens. Ça a pris quelques années, mais c'était vraiment du faisable. Next one, please. Voilà. Très bien. Alors, si on a une façon de faire avec les PME maintenant pour les demandeurs d'emploi. Personne ne va être mis à l'écart. Pour les demandeurs d'emploi, on va comment on va les impliquer dans le contenu local. La prochaine slide, s'il vous plaît, Boka. Alors, automatiquement, on va préparer par Boka la prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà. Alors, le développement des PME, là, je vais généralement un peu me répéter, c'est l'accompagnement administratif des PME, s'assurer qu'ils ont le minimum dans l'hygiène et sécurité et la qualité, un appui financier et bien sûr une formation et un coaching entrepreneurial pour pouvoir les épauler. Là, pour les demandeurs d'emploi, on va mettre en place des programmes tels que les programmes qui ont été joliment présentés par Aïssa tout à l'heure, des programmes de formation très détaillés et alignés à la vision de développement industriel. C'est-à-dire, si aujourd'hui on a un plan de construction d'une raffinerie, d'accord? Alors, le plan de construction, il y a une liste de postes à occuper, il y a une certaine catégorie qui va être importée, c'est le know-how qu'on avait parlé tout à l'heure, c'est des gens qui ont de l'expérience et qui ont de l'expertise. On va les importer pour faire un coaching et un suivi des locaux et superviser et manager les projets au démarrage. Bien sûr, au bout de 10 à 15 ans, généralement, ces postes ils sont facilement remplaçables. Aussi, on mettra en place une formation continue ou une formation initiale pour les non-diplômés, continue pour les gens qui ont une formation de base ou universitaire ou un minimum acquis un minimum d'expérience avec un réalignement au projet gazier ou pétrolier. Next one, please. Très bien. Alors, développer les PME, il y a un soutien des gouvernements et des soutiens d'investisseurs. Je voudrais juste partager avec vous une nouvelle ici en Algérie. J'ai un seul frère unique, Ibrahim. Hier, il a été contacté par une organisation récemment installée en Algérie qui va prendre une grande entreprise. Lui, il est producteur d'un produit qui est un extrait de la date. D'accord, une extraction de la date qui est utilisée comme complément alimentaire. Et cet organisme a proposé à cette petite PME d'être parrainée par une entreprise pharmaceutique ou parapharmaceutique. Alors, imaginez un géant de pharma qui va accompagner une petite entreprise et leur condition était: vous êtes obligé de recruter des jeunes moins de 35 ans, de leur assurer un coaching et une formation et de leur assurer un suivi technique. D'avoir un business plan sur un produit qui va rajouter de la valeur à l'industrie agroalimentaire ou à l'industrie parapharmaceutique
comme ce contexte, ils ont eu quelque chose comme, ils vont avoir plutôt quelque chose comme équivalent de 4 000 $ par mois pendant 6 mois. Et si le projet va commencer à donner un meilleur résultat, ils vont faire une extension d'1 année. Alors, 4 000 $ pour une petite entreprise qui démarre moins de 3 ans, qui a quelques employés, c'est beaucoup d'argent converti en dinars, beaucoup d'argent et beaucoup d'encouragement. Alors, j'ouvre juste une parenthèse. C'est pas très politique, mais ça a l'air de marcher pour les petites entreprises. La compétitivité des PME, bon, bien sûr, on lui a exigé une certification. Les pétroliers exigent des certifications. Aïssatou, tout à l'heure, elle parlait de plongeurs-soudeurs. Les plongeurs-soudeurs chez les pétroliers, ils vont être formés et homologués selon des standards internationaux pétroliers. On a des foreurs qui sont aussi certifiés selon des standards du International Well Control Forum, qui est un standard anglais, IWCF, d'accord, ainsi de suite. Alors, l'investissement dans les infrastructures, ils vont leur dire, écoutez, vous avez une petite usine, on va vous accompagner avec un prêt bancaire sur 10 ans ou sur 20 ans. Faites une extension de votre unité de production pour pouvoir recruter plus, produire plus. Là, c'est juste un petit exemple, mais ça peut nous mettre aussi dans un processus à penser comment on pourrait bénéficier de ces idées-là. Et bien sûr, assurer des financements, même le minimum, 4 000 $ pourrait être très négligeable à une grande entreprise, mais qui pourrait être de l'or pour des startups dans des pays pareils. La prochaine slide, Bocar, s'il vous plaît. Next slide, Bocar, s'il vous plaît. D'accord. Alors, le développement nécessite la création d'établissements de formation. Alors, automatiquement, s'il y a des formations, s'il y a des centres de formation locaux qui n'ont pas des formations alignées au développement, par exemple, dans l'hydrocarbure, le pétrole et le gaz, ils peuvent nouer des contrats de partenariat avec des organismes tels que SOGA ou tels que SIS ou autres pour enrichir leur plan de formation et réduire aussi le prix de la formation pour que ça soit accessible, même si c'est subventionné. Nous avons toujours eu cette pensée, si des formations subventionnées, nous pouvons toujours les proposer à des prix pas trop compétitifs. Mais croyez-moi, dans mon idée à moi, si on va s'entraider entre Africains et prendre cette expertise du Sénégal vers l'Algérie et de l'Algérie vers la Mauritanie, ainsi de suite, un échange ou vers la Tunisie ou d'autres pays, c'est un échange africain, c'est un échange local. Le prix doit être aligné à nos portefeuilles. Là, je vais vous présenter Integrated Solutions comme projet avec un peu plus de détails. La prochaine slide, s'il vous plaît, Bocar. Alors, Integrated Solutions, c'est un centre de formation agréé par l'État. Comme je disais au démarrage de ma présentation, on peut y aller à la prochaine slide, s'il vous plaît, Bocar. D'accord. Alors, c'est un accompagnement des entreprises sur des formations sur mesure. Alors, des formations sur mesure et alignées à des contextes bien définis. C'est-à-dire, si nous allons intervenir dans le pétrolier, ça doit être aligné au gap analysis, à l'étude de l'écart de chaque industrie dans chaque pays séparément. C'est-à-dire, nous pouvons prendre un programme de formation de foreurs de l'Algérie et nous allons le mettre en Mauritanie. Alors là, on parle onshore et de l'autre côté, on parle formation offshore. Nous devons aligner les deux activités ensemble. Assurer un partage d'expertise et de fournir des solutions rentables. Alors, le partage d'expertise, par exemple, moi en Algérie, nous sommes un peu en retard par rapport aux Tunisiens dans l'expertise des installations pétrolières. Et je vous assure, quand j'ai besoin de formateurs dans ce domaine, j'importe toujours le know-how des Tunisiens vers l'Algérie.
parce qu'on a quelques experts en Algérie, mais il n'y a pas autant qu'en Tunisie, parce qu'ils nous ont un peu dépassés en expertise. Participer au partage et au développement des compétences régionales. Moi, j'invite tous les centres de formation africains à faire un échange local pour pouvoir enrichir leur panoplie et leur catalogue de formation. La prochaine slide, s'il vous plaît, Boka. Voilà. Alors, parmi les formations que nous avons déjà dispensées, on a des formations en hygiène et sécurité et la qualité, des formations spécifiques oil and gas, et nous comptons quelque chose, un peu plus de 200 formations dans plusieurs domaines confondus dans le oil and gas, qualifiantes et certifiantes, formation à la carte courte durée ou est détaillée, délayée sur 1 année ou 2 ans, avec des programmes théoriques et des programmes pratiques, avec un suivi de coaching technique par des coachs expérimentés dans le domaine, des formations techniques, et après je vais donner un peu plus de détails. La langue, je vais encore me répéter, la langue chez les pétroliers, c'est l'anglais, ce n'est pas le français. Parce que demain, si nous voulons se certifier dans le contrôle non destructif ou l'inspection, il y aura des examens à passer chez l'API en anglais, il y aura des examens à passer chez AST en anglais. Aussi, la documentation et la technologie, elle est toujours en anglais. Alors, nous sommes dans l'obligation de commencer à travailler la langue avant même de penser aux formations techniques. D'accord? Et éventuellement, le plus joli bouquet que généralement nous avons tendance, et les entreprises ont tendance de le laisser à part, c'est le soft skills. C'est le management, c'est le leadership, c'est la communication, c'est tout ce qui est interpersonnel. Parce que ça ne collera pas de trouver quelqu'un qui est techniquement très, très compétent, mais il n'a pas l'art et la manière de travailler avec son équipe, de communiquer, de donner des ordres et tout. Vraiment, ça, c'est un bouquet qui est généralement très complet, mais il y a des formations qui sont interdépendantes. Bon, parmi les certifications, je disais tout à l'heure, c'est les certifications de chauffeurs. Non, next one, Bokar, c'est pas un problème. Hein. Alors, c'est des certifications de chauffeurs. Les chauffeurs doivent être certifiés chez les pétroliers en conduite défensive. Bon, là, en Algérie, on a beaucoup de conduite de route. Dans un contexte offshore, il y a moins de conduite, mais toujours est-il, il y a beaucoup de logistique. Les conducteurs grutiers, comme Aïssatou l'a bien dit, de chariots élévateurs, la nacelle, les plateformes élévatrices, les ponts roulants, les camions grues, ainsi de suite, ça, c'est des certifications. Alors, notre centre de formation, elle s'est appuyée sur le CPD. CPD, c'est un organisme anglais. Et par le biais de CPD, nous introduisons les CV des formateurs, le programme de formation et les présentations. Nous payons un petit quelque chose pour une validation de points pour chaque formation présentée pour eux. Et là, ça donne un meilleur, c'est-à-dire une meilleure vision sur la formation et la qualité de formation. Next slide, please, Boka. Voilà. Ça, c'est juste OSHA. OSHA, c'est un organisme américain qui a développé beaucoup tout ce qui est hygiène et sécurité. Éventuellement, nous importons beaucoup de standards américains et beaucoup de standards européens ou anglais jusqu'à aujourd'hui, parce que même les lois, elles sont inspirées de ces standards. Et les pétroliers, généralement, ils vont exiger des certifications pour les monteurs d'échafaudage, par exemple, les inspecteurs d'échafaudage et tout. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je suis sûre que Bokar va partager la version en français et en arabe de ces présentations. Next one, please. Ça, c'est dans tout ce qui est General Industry. Alors, il y a tout ce qui s'applique pour la construction, tout ce qui s'applique pour les industries, toute hygiène et sécurité, elle s'applique pour plusieurs industries, mais elle est différente d'une industrie à une autre.
Il y a des industries là où ils ont beaucoup de produits chimiques. Alors, ils s'appuient beaucoup sur les habilitations chimiques. Il y a des industries de production d'électricité. Il y a beaucoup d'habilitations électriques et beaucoup de formations dans ce sens-là, que ce soit en hygiène, sécurité ou technique. Next one. Voilà. Ça, c'est des certifications et des formations typiquement oil and gas. On a tout ce qui est IADC RIGPASS, c'est une formation et une certification selon le standard américain, l'organisme américain IADC, qui est une formation HSE. Et c'est un pass HSE, c'est-à-dire si l'employé il montre qu'il a été formé, qu'il a passé le test IADC RIGPASS, c'est une confirmation qu'il a compris les bases en hygiène et sécurité chez les pétroliers. C'est beaucoup plus chez les pétroliers, mais aussi elle s'applique aussi sur d'autres industries. Là, c'est juste un échantillonnage de formation que OSHA et nous aussi proposons par le biais de certification OSHA avec des examens et des certificats OSHA. Next one. Voilà. Alors, nous sommes un centre accrédité International Well Control Forum, qui est le IWCF, qui est un organisme anglais. Et par cet organisme, on dispense des formations et de qualification des examens surveillés par des invigilators, par des surveillants tierces parties, envoyés par IWCF avec leur examen papier ou leur examen online. Ça dépend de la disponibilité des surveillants. Alors, nous faisons ça pour les pétroliers dans tout ce qui est well control, dans la phase de forage, ou well intervention dans la phase d'intervention. Très bien, ça c'est juste une liste de formations. Et comme je disais tout à l'heure, nous avons pas mal de formations, c'est-à-dire étalées sur 6 mois, sur une année, avec un accompagnement théorique et sortie sur chantier. On revient à la classe, on travaille sur des théoriques et on revient aussi sur chantier. Next one, please. Voilà, ça c'est juste aussi d'autres formations, la diagraphie, la simulation, le Applied Reservoir Simulation, tout ce qui est fracturation et simulation du puits, tout ce qui est PVT, la simulation par injection dans les puits pour améliorer leur production. Encore une fois, certifié CPD. Next one, please. Voilà. Alors, bon, les inspections et l'intégrité, peut-être c'est un peu tôt pour vous, mais dans une phase de construction et de soudure, vous aurez besoin de former des soudeurs locaux, tels qu'Aïssatou l'a bien expliqué, c'est des plongeurs soudeurs dans un contexte offshore, sur mer, et avec des certifications internationales. Alors, automatiquement, on aura besoin d'inspecteurs certifiés API sur plusieurs années. Voilà, c'était tout pour nous. Pour moi, je vous remercie encore une fois pour cette opportunité et j'espère apporter un peu plus de détails sur la définition du contenu local et les avantages de ces projets, Inch'Allah, sur nos pays. Merci beaucoup. Il y a les applaudissements qui recouvrent ma voix aussi. Merci beaucoup Yamina pour cette édifiante présentation sur les différents métiers possibles et surtout sur le chemin qu'il convient de suivre pour aboutir à une opportunité dans le oil and gas et mining. C'est pas impossible et le premier pas, c'est justement avoir l'information précise. Donc merci à toi et merci et c'est tout pour ces présentations. Monsieur le maire, avez-vous des questions? Donc, merci beaucoup pour ces 2 brillantes présentations. Bon, sans vouloir faire un commentaire anti-homme, je suis vraiment ravi que les présentations aient été faites par 2 femmes. Je pense que ça permet aussi de casser un peu l'image très, très masculine, peut-être très machiste du monde de l'exploration pétrolière.
l'exploration et la production. Moi, j'aurais eu quelques questions. Je pense qu'elles sont partagées un peu par l'Assemblée. C'est comment, bon là, on a eu de belles présentations et franchement, j'ai envie moi-même de faire quelques années, enfin de revenir quelques années en arrière, d'avoir 20 ans et de pouvoir profiter de toutes ces formations et de participer à cette grande aventure de l'exploration gazière. Les questions que je me pose maintenant, et je les pose aussi pour l'Assemblée, c'est comment maintenant accéder à ces formations-là, que ce soit en Algérie ou au Sénégal. Combien ça coûte, quoi, finalement, parler un peu de la douloureuse. Et j'aimerais bien aussi avoir, pour toutes les deux, votre expérience par rapport au mode de financement. Quels sont les différents modes de financement que vous avez rencontrés? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a déjà eu des collectivités locales qui ont financé certaines formations? Peut-être comment est-ce qu'elles l'ont fait? Est-ce qu'il y a des sociétés pétrolières, BP par exemple, puisque c'est elle qui concernait ici, est-ce qu'elles ont déjà elles-mêmes participé à des financements d'un certain nombre de formations à ce niveau-là? Et la dernière question, c'est, bon, j'ai entendu 1 an et demi pour la formation de plongeur, mais pour les autres formations, techniciens, quel est le temps de formation? Ce qui va permettre en fait à tous ces gens-là ici de pouvoir évaluer le budget dont ils pourraient avoir besoin pour se déplacer et pour être formés. Voilà, merci beaucoup. Donc, Yamina, voilà, pour ne pas... On répond question par question ou je préfère répondre... Bon, je réponds à la première question. Aïssatou, tu prends la deuxième question. Très bien. Moi, je vais juste... Allez-y, Boka. Non, j'avais proposé de répondre toutes les deux aux deux. Vous êtes complémentaires et ça me va très bien d'avoir une vision voilà, un peu plus globale encore. D'accord, très bien. Alors moi, selon l'expérience de l'Algérie, encore une fois, pendant les années 90, on a eu des entreprises telles que Anadarko, telles que BP, telles que FCP, Repsol et Total. Ils se sont retrouvés avec une communauté très très jeune, beaucoup de diplômés d'université et beaucoup de personnes qui étaient prêtes, même, c'est-à-dire avec un minimum de niveau d'éducation, qui étaient prêts à être déployés pour cette industrie. Il était dans leur intérêt à eux de nous former. D'ailleurs, moi-même, j'ai été beaucoup plus formée par Kellogg Brown & Root, après formée par Halliburton, après formée par BP. J'ai eu cet avantage, tel que M. Boubacar venait juste de dire. Moi, j'avais un peu 20 ans à l'époque. J'ai plus 20 ans, malheureusement. Ils avaient investi beaucoup. Ils avaient déployé carrément un programme d'aide aux jeunes. C'est-à-dire, ils vont recruter des jeunes, ils vont mettre la barre très, très, très basse pour permettre à ces jeunes d'accéder à ces postes. Et ils avaient préparé un programme de compétences, c'est-à-dire une matrice de compétences. Au bout d'une année, de 2 ans, voilà, on s'attend que Yamina, elle doit, c'est-à-dire satisfaire tel et tel critère pour ce poste. Je ne vous cache pas, moi je suis électrotechnicienne de formation. J'ai été élevée à Hassim et Saoud, qui est le pôle le plus riche d'Algérie en pétrole. Et comme mes parents, c'est-à-dire là, on est algériens musulmans, je ne pouvais pas aller ailleurs pour travailler, alors j'étais obligée de me convertir chez les pétroliers. J'ai commencé réceptionniste parce que je maîtrisais la langue, parce que ma formation de base était 100% en anglais. Après, quand ils ont vu que moi j'étais autodidacte et je suis passée procurement, je suis passée admin, ressources humaines, HSE, achat contrat. Après, j'ai fini ma carrière chez Halliburton, QHSE Manager Halliburton Algérie, Tunisie. J'étais un peu Afrique du Nord, avec tout le programme d'accompagnement. Alors, l'intérêt était aux investisseurs de s'investir sur ces jeunes-là. Alors, ils ont, pour répondre à la question, et retenez ça bien, le seuil, c'est-à-dire les critères de recrutement étaient trop basses.
Et ils avaient des programmes de fast tracking, c'est ce qu'ils appellent chez les pétroliers, c'est les programmes de formation accélérée. C'est des formations plus on-the-job development. Ça, c'est très rapide. Alors ça, c'est l'accès. Deux, l'État avait créé une structure qui s'appelle l'AWEM. C'est l'Agence nationale de l'emploi. L'ANEM, que ce soit dans une wilaya ou dans une périphérie qui regroupe plusieurs wilayas. Et là, ils ont commencé à avoir dans chaque périmètre quels sont les projets d'investissement et ils ont commencé à avoir un droit de regard sur les plans de recrutement et les plans d'implication des PME. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure dans la présentation, en impliquant les PME et les demandeurs d'emploi, on oblige les investisseurs à acheter localement, à utiliser localement pour avoir une meilleure rentabilité de projet. Alors, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, Monsieur Boubacar, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Barakallah fiki, merci beaucoup. Allah yakhalik, shukran. Très bien. Merci Amina. Aïssatou, quelques précisions à apporter, s'il te plaît? Oui, Yamina, bravo pour ta magnifique présentation. Et bon, écoutez, moi, j'encourage vraiment Monsieur le maire parce qu'on sent un homme engagé pour sa communauté et qui veut vraiment aider les jeunes et les femmes de sa commune. Donc, Monsieur le maire, de façon très succincte, ces formations ont déjà fait. Donc, comment nous procédons? Déjà, il faut savoir que il n'y a pas de tarif global. Tout dépend maintenant de la formation choisie. Donc, première solution, j'en ai déjà parlé à Boubacar, il faudrait qu'on avance là-dessus. C'est coopter la Banque africaine de développement à l'instar du Sénégal, qui va financer pour les jeunes. Ça, c'est une solution quand même qu'il faut creuser très rapidement. Je l'ai déjà expérimenté au Sénégal, ce qui nous a permis aujourd'hui de former plus de 2000 jeunes grâce à l'aide exclusive de la Banque africaine de développement. Deuxième solution de financement. Bon, au Sénégal, nous avons un fonds qui s'appelle, c'est un fonds dédié à la formation professionnelle et technique, le 3FPT. C'est l'État du Sénégal qui l'a mis en place. Donc, c'est ce fonds aussi qui prend entièrement en charge les jeunes qui souhaiteraient se former dans le secteur de l'industrie extractive. Troisième solution, c'est qu'on part sur une convention entre la mairie de Sépra et Soga, par exemple, à l'instar de ce qu'on fait avec les maires du Sénégal. Et dans ce cas, ce sera une convention de partenariat, donc il y aura des demi-bourses, ce qui veut dire que si l'année scolaire, je dis n'importe quoi, était de 1,5 million, ça va revenir à 750 000, exclusivement pour les jeunes qui viendront de la part de la mairie. Ça aussi, on peut en parler. Et puis, la dernière hypothèse, ce serait que le jeune se prenne entièrement en charge. Dans ce cas, maintenant, si on prend le cycle licence, par exemple, un jeune bachelier, quelqu'un qui vient d'avoir le baccalauréat. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que chez nous, par exemple, il y a le cycle enseignement supérieur, le cycle LMD. Un jeune qui vient d'avoir son baccalauréat, il reste chez nous pendant 3 ans. Ensuite, s'il le souhaite, il ingénieur. Mais dans ce cas de figure, supposons que le jeune se prend entièrement en charge. L'année scolaire, les frais de scolarité, c'est en moyenne entre 120 et 150 000 francs CFA par mois. Maintenant, en technicien. Maintenant, vous avez posé des questions par rapport à la durée de formation. Pour les techniciens, si c'est un bachelier, quelqu'un fraîchement diplômé qui dit bah, « moi, je veux juste me former comme technicien », là, il fait 2 ans chez nous, il sort avec un bac plus 2. Maintenant, s'il veut aller plus loin et qu'il dise bah, « moi, je veux avoir le niveau exécutif bachelor », là, c'est bac plus 3. Donc, il fait 3 ans chez nous. Le niveau ingénieur, ça ne change pas, c'est bac plus 5. C'est le système LMD, c'est bac plus 5. Maintenant, si c'est un jeune qui a déjà la licence en Mauritanie et qui est accepté chez nous, il va rester 2 ans chez nous pour valider le master. Si c'est un jeune, par exemple, qui est en niveau 4e, 3e déscolarisé, chimique, pétrochimique aussi, c'est 2 ans.
il sort comme opérateur. Maintenant, si c'est un cadre ou quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Aïssatou, est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît, pour les jeunes déscolarisés? Ça a Oui. coupé à son... Il y a une interruption. Donc, si ce sont des jeunes déscolarisés, ils peuvent rester chez nous pendant 2 ans et ils sortent comme opérateurs. Hein. Donc voilà, tout ça pour dire que tout dépend après du niveau du jeune. Mais je pense que pourquoi pas, ils peuvent toujours nous contacter directement, mais je pense que ce serait intéressant de voir comment partir sur une convention entre notre structure et la mairie de CEPRA, et surtout creuser le partenariat. Je vais essayer de coopter la BAD, hein. Donc ce sera un projet BAD, Invest in Africa Mauritanie, et puis votre mairie, pour que la BAD puisse, à l'instar du Sénégal, parce que le Sénégal, on est parti sur ça grâce au projet PDCG. Bon, voilà. Pour l'instant, voici les horizons qui se dessinent comme ça. Mais dans tous les cas, on va continuer la discussion et puis on verra véritablement quel est vraiment le meilleur moyen de partir, même sur un échantillon dans un premier temps, pour montrer la faisabilité. Hein, je pense que c'est pas mal de partir sur un échantillon. Ça permettrait de montrer la faisabilité et la volonté. Et puis, par la suite, on trouvera des solutions au cas par cas. Alors, Aïssatou, j'ai aussi une autre question pour toi. Je suis désolé, j'ai le mauvais rôle ici d'essayer de répondre aux questions de tout le monde. Mais est-ce qu'il y a des examens d'entrée ou c'est en fonction des formations, je suppose, offertes? Oui. Un niveau minimum requis? Formations pour lesquelles l'admission se fait par entretien et par dossier. C'est-à-dire, il nous faut le dossier du candidat et puis un entretien de motivation. Il y a des formations pour lesquelles c'est moins compliqué parce que c'est presque accessible à tout le monde. Tout dépend encore une fois de plus. Et puis nous, ce que nous faisons, c'est-à-dire, nous orientons le candidat en fonction de son background. Par exemple, quelqu'un un littéraire, pour moi, un littéraire qui a fait que du management, on lui dira que c'est pas possible, mais ça va être très, très compliqué. Voilà. Donc, en fonction du background académique de l'étudiant, en fonction de ses notes, en fonction de pas mal de critères, c'est à partir de là qu'on va définir le canevas qui sied à son profil pour démarrer les cours à SOGA. Merci beaucoup, Aïssatou. Il y a aussi un ou deux points que j'aimerais rajouter pour l'audience, aussi bien en français et en arabe. Nous, Invest in Africa, notre rôle, c'est vraiment cela, c'est de contribuer à former le potentiel local. Parce qu'en fait, ce qui est extrait du sous-sol local doit quelque part enrichir les communautés locales. Et en ce sens, on est appuyé par BP. Je suis heureux d'avoir dans l'audience la RH de BP que je salue. Et aussi, on peut comment dire, ils peuvent nous accompagner dans cette démarche-là. Peut-être pas avec des financements, peut-être avec des financements, je ne sais pas, mais c'est une démarche qui est potentiellement saine et porteuse de projets. En ce sens, la concept note avec SOGA, avec la mairie de CEPRA, avec un certain nombre de jeunes volontaires pour des formations qui auront comme finalité des emplois dans le oil and gas, ça fait sens. Et je n'oublie pas nos amis de CIS Algérie, donc on a un peu de travail peut-être invisible à faire, mais qui pourrait aboutir sur quelque chose de solide. Au Sénégal, par exemple, on a eu $1 million en accompagnement de la Banque africaine de développement pour aider les PME à avoir le minimum requis par les grands noms de l'oil and gas. Et je n'oublie pas aussi MBBC avec Mathieu, il y a des possibilités de formation en anglais. Donc tout ça, oui, il faut qu'on arrive à définir un canevas commun pour les jeunes de CEPRA et à plus long terme aussi les jeunes de Mauritanie qui ont envie de se lancer dans ces métiers-là. Je vais peut-être prendre une autre question avec Monsieur le maire, ou c'est bon? Parfait, donc nous sommes pile dans les délais à 2 minutes près. Je suis encore désolé de ces retards au début. Ce n'est que partie remise et j'espère que nous pourrons remettre ça. Je crois que Monsieur le maire a une question, mais auparavant, je vais essayer de voir, il y a un certain Brahim Maouloud à qui je vais donner la parole, qui a levé la main et je vais lui permettre de participer.
Brahim Maouloud, si tu veux bien poser ta question. Oui, merci beaucoup. Salam alaikum. Alaykoum salam. Bah, je vous remercie pour cette opportunité. Je vois que c'est quelque chose qui est très, très important. Bah, je n'ai pas commencé je n'ai pas suivi depuis les débuts, mais il y a deux choses. La première, c'était pour comment il s'appelle, Aïssatou. Oui, allez-y, allez-y. Voilà. Je n'ai pas bien compris quand il a dit que la formation, ça va commencer plutôt pour les Sénégal et à peu près, après, c'est les Mauritaniens qui pourront joindre. Bon, donc je n'ai pas bien saisi. Et normalement, ou bien ce qu'on souhaite, qu'on va un développement équitable pour les deux pays et surtout les jeunes Mauritaniens, ils sont un peu filés par rapport aux Sénégalais et aux Algériens. Ils sont plus avancés que nous dans plusieurs domaines, surtout dans le domaine de la formation. Et voilà. Donc ça, c'était un. Brahim, De deux. je vais quand même être clair sur cette question. Aïssatou Ouais. Cissokho, c'est la patronne de Sénégal Oil and Gas Academy. Donc, il n'y a aucune question sur plus de Sénégalais, plus de Mauritaniens. Le sujet n'est pas là du tout. Que ce soit très clair. OK? Maintenant, on vous laisse poser votre deuxième question. Je vous en prie. Allez-y. Voilà, c'est juste que je n'ai pas bien commencé depuis le début de l'exposition. Et c'est juste qu'on souhaite qu'aujourd'hui, quelles que soient les autorités mauritaniennes, parmi eux le maire qui est avec vous, que vraiment ils doivent prendre en considération que les jeunes Mauritaniens, ils ne doivent pas rester les maillons les plus faibles dans le chaîne. Ils devaient voir la formation qu'il faut, autant qu'il faut, pour qu'ils bénéficient aussi au moment qu'il faut. Donc, ce n'est plus acceptable que les Mauritaniens, les jeunes Mauritaniens aujourd'hui sont en retard par rapport aux jeunes Sénégalais ou d'autres Algériens. Malgré qu'on est beaucoup plus riches que d'autres pays. Et, mais si vraiment, normalement, le maire il s'implique, que les jeunes ne sont pas. Brahim, merci beaucoup. Je pense qu'on a bien compris ton point. Je suis vraiment désolé parce qu'on est déjà hors délai. Je pensais que tu avais une question précise, mais tu partages ton avis que nous partageons aussi. On est là pour aider à ce que ça aille. OK? Donc vraiment, merci beaucoup pour ton message. Merci aussi de ta présence. Et Inch'Allah, on va partager avec vous les présentations aussi bien de Aïssatou que de Yamina. Monsieur le maire, vous avez une dernière question? Voilà, en fait, ce n'est pas une question pour Aïssatou, c'est juste une réponse parce que l'Assemblée ici, il y a une question qui est revenue souvent. Est-ce que les diplômes obtenus sont reconnus en Mauritanie? Bon, elles ne sont pas spécifiquement reconnues en Mauritanie, mais étant donné qu'elles sont reconnues ailleurs, on suppose que c'est valable aussi pour la Mauritanie, sauf s'il y a un problème. Mais si elles sont déjà reconnues, moi j'ai entendu dans les deux présentations que les diplômes étaient de toute façon reconnus dans l'industrie, enfin que les certifications étaient reconnues dans l'industrie de l'oil and gas, donc elles sont naturellement, je suppose, reconnues en Mauritanie. Ce sont les mêmes acteurs, c'est les mêmes besoins, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Oui, ben, elle l'a expliqué, elle a dit que c'était sur dossier et sur entretien. Évidemment, c'est une... OK. Donc, je pense qu'on va remercier tous les participants. Merci à la mairie de Sepra de nous accueillir. Merci je suis très heureux parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans la salle où nous sommes. Merci à Yamina Abdulgafour d'Algérie de nous avoir bien éclairés. Merci à Aïssatou de nous avoir éclairés du Sénégal. Merci aux participants. Et nous espérons que nous rentrons dans une démarche qui va être positive parce que nous avons de la jeunesse, nous avons un sous-sol à exploiter et espérons que nous puissions faire converger tout cela. Et je suis heureux de partager avec vous très prochainement l'enregistrement de cette présentation, aussi bien en français qu'en arabe. Merci encore, vous pouvez vous applaudir, je pense, et à très bientôt. Merci. Allez, au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir.
beaucoup. Allez, à bientôt. Au revoir, monsieur Aboubakar. Au revoir. Merci beaucoup, Boka. Thanks, Abdul Ghafour. Thanks a lot.